Merci de faire confiance à Medi 1 TV Afrique et bienvenue dans l'Afrique en mouvement. La première partie de l'émission Le Point de l'Actu reviendra sur les grands axes de l'actualité du continent et le best-of. La seconde tranche de ce rendez-vous passera en revue des extraits de quelques productions de la semaine. On démarre tout de suite. Prenons la direction d'Addis Abeba, où l'Organisation africaine des zones franches, présidée par le Maroc, devient officiellement l'Organisation africaine des zones économiques. Un changement opéré à l'issue de son assemblée générale tenue au siège de l'Union africaine dans la capitale éthiopienne. Cette assemblée s'est tenue en marge de la 4e convention placée sous le thème « Zone économique accélérateur de l'industrialisation en Afrique », le développement avec Ilham Berada. C'est pour accueillir plus de membres que l'AFZO a changé de nom, désormais devenue Organisation africaine des zones économiques. Elle pourra ainsi englober en plus des zones franches, des ports secs, des zones logistiques ainsi que des zones industrielles et commerciales. L'objectif est d'accélérer l'industrialisation du continent. Cette édition illustre l'importance des zones économiques du continent dont le nombre a atteint plus de 250 nouvelles zones sont en projet. Les zones économiques sont importantes dans la stratégie de développement industriel en Afrique. Il faut profiter des expériences qui ont fait leurs preuves en Chine ou encore en Europe. Toujours à Addis Abeba en Éthiopie, le comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la justice et les affaires juridiques a poursuivi les travaux de sa 5e session ministérielle avec la participation du Maroc. Cette réunion de très haut niveau s'est penchée entre autres sur le projet de statut de l'Observatoire africain de migration qui va siéger à Rabat. Plus de détails avec Younes Benzineb. Le comité technique de l'Union africaine sur la justice et les affaires juridiques tient sa 5e session ministérielle. Entre plusieurs projets à l'ordre du jour, celui de la création au Soudan d'un centre opérationnel continental dédié aux affaires migratoires. Il y a aussi le projet de statut de l'Observatoire africain des migrations qui va siéger à Rabat. Il s'agit d'examiner le projet de statut pour la création de l'Observatoire africain de migration. Ce projet a été validé par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur proposition du roi du Maroc, Mohamed VI. L'accord pour l'installation à Rabat de l'Observatoire africain des migrations a été signé le 11 décembre à Marrakech. Cette institution doit permettre au continent de mieux appréhender le phénomène migratoire. L'un des apports principaux de ce centre sera la récolte des données pour faciliter la coordination entre les États africains. Au Maroc, nous faisons un zoom sur l'industrie automobile. Silinx Automotive Morocco a inauguré il y a quelques jours sa nouvelle unité à Tanger Automotive City. C'était en présence du ministre de l'Industrie et du Commerce Moulay Hafid El Alami. Ce projet représente un investissement total de 22 millions d'euros et correspond à 180 emplois à l'horizon 2022. Les détails du projet avec Driss Bousseran et Myriam Hamlichi. Un vent de dynamisme souffle sur l'industrie automobile au Maroc. Silinx Automotive Morocco lance sa nouvelle unité de production à Tanger, une usine spécialisée dans la fabrication des joints d'étanchéité automobile. Objectif, répondre aux besoins toujours croissants des constructeurs automobiles implantés localement, notamment Renault et PSA. Je suis très content aujourd'hui d'avoir inauguré cette usine qui est une des plus modernes je peux dire du monde, et il y a ici des équipements qui sont les seuls en Afrique. Grâce au gouvernement, grâce à toute l'administration et évidemment grâce à notre client Renault, nous avons pu bâtir quelque chose de très très performant. Étalée sur une superficie de 12 600 m², cette usine prévoit d'employer près de 200 personnes. Sa construction a nécessité un investissement de 22 millions d'euros. Il s'agit de la 5e unité de production du groupe GMD, la maison mère de Silinx. Au Mali, malgré la crise qui secoue le pays depuis 2012, les entreprises industrielles tentent de résister. Et pour illustration, l'entreprise de cimenterie du Maroc, CIMAF, est sur le point de conclure un partenariat avec l'usine de cartonnerie du Mali. Les responsables de CIMAF ont effectué une visite de terrain. Correspondance de Mohamed Anyoko depuis Bamako. Dans la droite ligne des instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI qui disait que l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique, la société marocaine CIMAF, malgré la crise que traverse le Mali, s'apprête à signer un accord avec une usine de fabrication de carton et d'emballage. En visite de terrain, les responsables ont pu voir les installations. D'ores et déjà, ils se réjouissent d'un futur partenariat gagnant-gagnant.
Nous avons beaucoup d'avantages à travailler, nous, en tant qu'entreprise CIMAF, entreprise malienne, à travailler également avec un partenaire malien sur des créneaux où nous avons tous à gagner. Dans la dynamique de cet accord futur, il s'agira de lutter contre le chômage, notamment celui des jeunes, par la création de nombreux emplois et par ricochet, lutter contre l'immigration clandestine, devenue un fléau qui vide les pays de leur jeunesse. Je pense que dans le futur, un partenariat entre les deux structures va dans le sens du développement de l'économie locale, puisque ça permettrait quand même de créer des emplois sur le plan local et aussi de promouvoir un peu l'industrie locale. Dans le sud marocain, la ville de Dakhla a accueilli pour la première fois le Forum des gens de la mer. Près de 30 pays étaient représentés pour cet événement dédié à la pêche. Tout le week-end dernier, les perspectives de l'économie bleue en Afrique étaient au centre des débats. Le récit d'Allah Benani. Ce samedi a débuté le Forum international des gens de mer à Dakhla. Une rencontre sur pratiquement tous les métiers de la mer. L'événement est organisé conjointement par l'Observatoire national des gens de mer en partenariat avec le Conseil de la région de Dakhla Oued Dahab, l'Agence de communication et de coopération internationale et l'Association de protection des ressources halieutiques. Nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir prendre part à ce forum qui complète un peu la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc qui depuis un peu plus de 10 ans a quand même une diplomatie absolument tournée vers l'Afrique au sud du Sahara et permettre à tous les pays africains de s'insérer dans une vision globale. Dans sa première édition, le forum rendra hommage à des personnalités dont les travaux ont contribué solennellement au domaine maritime en guise de considération pour le rôle et les services rendus aux maritimes au Maroc, en Afrique et dans le monde. Parlons sécurité alimentaire sur le continent. Conformément à sa mission de lutte contre la pauvreté, la malnutrition et la dégradation des zones semi-arides, l'Institut de recherche agricole ICRISAT Mali vient de développer de nouvelles semences qui devraient augmenter le rendement des producteurs et améliorer la sécurité alimentaire. Retrouvons Mohamed Danyoko à Bamako. L'arachide, le mil, le sorgho et le niébé sont les semences de culture qui viennent d'être améliorées par l'Institut de recherche agricole ICRISAT dans le cadre de son projet Avisa financé par Bill et Melinda Gates. Objectif, renforcer les capacités des acteurs sémenciers à saisir les opportunités d'une commercialisation des semences plus sensible à l'environnement du marché. Notre objectif ultime et commun est de contribuer à la transformation de l'agriculture en Afrique subsaharienne et en Asie et de manière pratique à l'amélioration de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté. Ces semences améliorées entrent en droite ligne de la raison d'être de l'Institut qui est de contribuer à lutter contre la faim, la malnutrition et la pauvreté en augmentant les revenus des paysans maliens. Ça va lutter contre l'insécurité alimentaire parce que les semences hybrides, là, le rendement c'est beaucoup plus élevé. Parce que le sorgho, 1 hectare, si c'est les variétés locales, on a 900 kg, 800 kg. Mais avec les hybrides, on peut aller jusqu'à 3 tonnes à l'hectare. Cap sur Abidjan qui a abrité le Salon international de l'agriculture et des ressources animales, une plateforme d'opportunités d'investissement direct dans le secteur agricole, des ressources animales, halieutiques et forestières. 300 000 visiteurs étaient attendus. Le vice-président de la République, le Premier ministre et une importante délégation de ministres ivoiriens ont pris part à la cérémonie d'ouverture. On reste au Maroc pour aller dans la région du Haouz où les femmes enceintes des zones montagneuses sont accueillies dès leur 8e mois de grossesse par une association, un service destiné à éviter les complications pendant et après l'accouchement. Les détails avec Ala Benani. Dans la région d'Al Haouz, plus précisément dans la petite ville d'Amzmez, Dar al-Oumouma accueille les femmes enceintes qui vivent dans les régions montagneuses de l'Atlas. La région ici connaît un hiver glacial avec de la neige, ce qui rend le transport très compliqué. On a remarqué que les femmes enceintes mouraient souvent à cause de ces conditions et grâce à Dar al-Oumouma, les cas de décès ont considérablement baissé. L'association accueille les femmes dès leur 8e mois de grossesse et jusqu'à l'accouchement.
Un service gratuit qui a pour objectif de limiter les dangers et les complications que peuvent encourir la femme ou le nourrisson pendant ou après l'accouchement, surtout dans des régions confrontées ces derniers mois à un climat des plus froids. Plus de 10 communes d'Amzmez profitent des services de l'association avec le soutien de l'Initiative nationale pour le développement humain. Au Nigeria, les organisations de la société civile envisagent de relever le niveau de la participation aux électeurs aux scrutins électoraux, et ce grâce au vote numérique. Restore Naija, c'est le nom du projet porté par l'ONG DIGA qui veut explorer les solutions numériques pour une démocratie plus inclusive au Nigeria. Elle a réuni à Abuja les acteurs du système électoral national pour le lancement officiel de l'initiative. Le reportage à Abuja de notre correspondant Ali Kabri. Le vote numérique comme solution à une plus grande participation des Nigériens au vote sur l'ensemble du territoire. Il s'agit pour les organisateurs de cette conférence nationale de trouver un moyen de contourner la violence électorale qui tient de nombreux Nigériens loin des opérations de vote. L'initiative ne peut pas automatiquement intégrer le système électoral actuel tant que les procédures ne sont pas homologuées. Il faut en évaluer les idées et leurs fonctionnalités à l'aune de certains critères tels que la simplicité, la crédibilité, le niveau d'évaluation pour savoir s'il inspire plus de confiance dans le processus, le rapport au coût des investissements. Il y a donc plusieurs choses à évaluer avant d'intégrer une telle initiative. Seulement 25 millions de Nigérians sur les 200 que compte le pays ont voté cette année lors des élections générales. Il y aurait donc un besoin d'une participation citoyenne améliorée qui pourrait intégrer de millions d'autres, notamment les jeunes, avec cette modernisation du système électoral. Retour au Mali où le Salon international de l'artisanat s'est clôturé la semaine dernière à Bamako. Les tissus traditionnels, la pharmacopée et les produits cosmétiques étaient les plus en vue dans les allées du salon. Le reportage de Mohamed Danyoko. Invité d'honneur, le Sénégal n'a pas lésiné sur les moyens pour présenter une photographie assez représentative des 120 corps de métier de l'artisanat sénégalais. La menuiserie, la maroquinerie, la coupe-couture sont en bonne place. À côté, les artisans venus du nord du Mali, Menaka, Gao et Tombouctou, proposent des objets d'art pleins de signification. Vraiment, il n'y a pas un produit qui ne présente absolument rien. Les saucires, ça c'est les saucires. Ça c'est les tableaux qui portaient les saucires de l'homme du désert. Les premiers hommes du désert qui ont marché sans saucires. Et les artisans la fabriqué les chaussures qu'on appelle eragazen. Dans l'air du temps, les tissus traditionnels occupent une place de choix dans les différents stands du salon. La pharmacopée, les produits cosmétiques et alimentaires sont bien visibles à côté des produits de beauté féminins dont les encens. Ceci est un encensoir électrique fabriqué par nos menuisiers ici. L'extérieur est en bois mais l'intérieur est électrique. Il suffit d'y mettre un peu d'encens, un peu d'eau et le brancher, ça va aérer la maison et dégager de la bonne odeur. Sur le même sujet, le Nigeria a accueilli le Festival international de l'artisanat. L'exposition a fermé ses portes dimanche dernier et 30 pays étaient représentés pour cette 12e édition. Retour sur les temps forts de l'événement avec Ali Kabri. C'est un rendez-vous annuel haut en couleur pour cette 12e édition de l'Exposition internationale des arts et de l'artisanat d'Abuja. L'événement a réuni des exposants venus d'une trentaine de pays et de tous les continents. L'exposition, ponctuée d'une série de conférences, a été l'occasion de montrer une panoplie d'objets d'art issus d'une créativité propre à chaque culture et qui suscite l'engouement des visiteurs et acheteurs, dont certains sont venus encourager leurs représentants pays. Je vois qu'il y a beaucoup de produits africains qui sont exposés. J'ai compté 21 pays participants. La culture doit être promue et c'est évidemment très important. Pour les organisateurs, la tenue de cette exposition est un message fort pour l'ancrage de la chose culturelle universelle, mais aussi pour une alternative sur l'orientation économique du pays. Cette exposition montre simplement ce que nous faisons et qui nous rassemble ou nous unit en tant que peuple africain, notamment dans le domaine de la culture. Cela implique l'expression des traditions des peuples, notamment à travers l'art et l'artisanat. Cela nous mènera sûrement à trouver autre chose à exporter que le pétrole qui est notre principal produit au Nigeria.
Dans le sud du Maroc, la 8e édition du Festival international du cinéma s'est ouverte à Dakhla. L'occasion pour le public de découvrir un cinéma diversifié. Cuba était l'invité d'honneur de cette édition. Lors de la soirée d'ouverture, plusieurs hommages ont été rendus à des cinéastes cubains et marocains. Le récit d'Ilham Berada. Ils étaient 4 cinéastes cubains à monter sur scène, Cuba étant l'invité d'honneur de cette 8e édition du Festival international du film de Dakhla. L'occasion pour le public marocain de découvrir la richesse et la diversité de la cinématographie de ce pays latino-américain. Nous sommes contents d'être ici, d'échanger avec d'autres artistes et d'être un pont entre nos deux pays. C'est une manière d'ouvrir le chemin entre un partenariat culturel entre Cuba et le Maroc. J'espère que le cinéma et la culture d'une manière générale soient un pont entre les deux pays pour renforcer davantage les relations bilatérales entre les deux pays. Des films, mais également des masterclass et des formations sont prévues pendant cette 8e édition. Jusqu'au 29 novembre, le public de Dakhla découvrira un panorama du cinéma international. Les projections sont prévues sur la place Hassan II, au Palais des Congrès, ainsi qu'à la Maison de la Culture. Après sa rénovation, Barid Al-Maghrib a ouvert son propre musée dans la capitale Rabat, une adresse historique et culturelle qui s'ajoute aux différents musées de la ville. C'est un récit signé Allah Benani. Ce musée est une aubaine pour les philatélistes qui pourront découvrir une panoplie de timbres proposant un voyage dans l'histoire du Maroc de l'avant, pendant et après protectorat. Les visiteurs pourront ainsi se remémorer en images les événements phares de l'histoire du royaume marocain. Le groupe Barid Al-Maghrib inaugure aujourd'hui son nouveau musée après une rénovation. Et il est situé à Rabat dans un bâtiment classé patrimoine historique. On y découvre plusieurs espaces d'exposition qui racontent l'histoire de la Poste depuis sa création en 1892. Et on y trouve plus de 600 produits philatéliques et un espace dédié au jeune public, aux enfants qui pourront laisser libre cours à leur créativité. Tout le musée est doté d'un dispositif digital. Barid Al-Maghrib compte aussi lancer à cette occasion une émission spéciale reprenant les 6 premiers timbres postaux émis par la poste marocaine. Rappelons que le premier service postal marocain connu sous le nom de Poste Makhzen fut fondé par le sultan Moulay Hassan Ier le 2 novembre 1892. Et ce n'est qu'en 1998 que Barid Al-Maghrib voit le jour. Place à la deuxième et dernière partie de notre émission. Et nous commençons avec Africatech, l'émission consacrée à la technologie. Dans cet extrait de reportage, vous verrez comment la promotion du consommé local africain se positionne sur les plateformes digitales. Le reportage de Fatou Cissé et Christian Roland Kamouni. Comment promouvoir le consommé local à l'ère du numérique? C'est pour apporter une réponse concrète à cette problématique que la première coopérative panafricaine des producteurs agricoles s'est alliée au leader du e-commerce de produits locaux transformés au Sénégal. Objectif, proposer en quelques clics aux internautes un large éventail de produits localement transformés issus du continent. Suite à cette alliance, les deux entités ont conjointement organisé à Dakar un panel de réflexion regroupant des acteurs des secteurs de l'agroalimentaire et des technologies pour échanger autour des enjeux et défis auxquels fait face l'agritech au Sénégal et plus généralement en Afrique. Une initiative saluée par les acteurs de l'écosystème entrepreneurial local. C'est une activité qui intéresse particulièrement le ministère du Commerce parce que nous, on est là pour les petites et moyennes entreprises et actuellement, il y a tellement de dispositifs qui sont en place pour accompagner les PME au Sénégal. Et avec l'arrivée de la ZLECAf, c'est une aubaine, c'est une opportunité pour que les PME sénégalaises soient à niveau, voilà, pour pouvoir conquérir le marché africain. Selon un récent rapport sur la numérisation de l'agriculture africaine, au moins 33 millions de personnes sont actuellement inscrites sur des plateformes digitales et on dénombre au moins 390 de ces plateformes sur le continent. Ces solutions contribuent à une augmentation de 73% de la productivité agricole et à une augmentation de 37% des revenus. Un constat positif qui démontre que l'entrepreneuriat numérique agricole fonctionne en Afrique et que l'agritech a un bel avenir. Un avis partagé par ces panélistes qui font du consommé local
leur cheval de bataille. L'agritech, c'est-à-dire c'est la technologie appliquée au secteur de l'agriculture. Donc à tous les niveaux, la technologie est un domaine transversal qui vient répondre et proposer des solutions à des secteurs spécifiques et métiers. On est dans le domaine de l'agriculture, sur toute la chaîne de valeur de l'agriculture, de la production du produit agricole jusqu'à sa transformation finale. La technologie a un rôle à jouer, jusqu'à sa distribution, j'allais dire, et sa commercialisation. Donc la technologie a un rôle à jouer fondamental. Selon la Banque mondiale, les marchés de l'agriculture et de l'agroalimentaire en Afrique pourraient représenter 1000 milliards de dollars en 2030. Une opportunité à saisir pour les entrepreneurs africains et particulièrement pour les producteurs et les transformateurs de produits locaux qui doivent adopter dès maintenant les outils numériques pour mieux se positionner sur cet immense marché. Le digital permet vraiment de pouvoir donner beaucoup plus de visibilité aux produits parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de personnes qui sont notamment présentes sur les réseaux sociaux. Donc là, on voit directement le produit et quand on voit le produit, on a plus envie d'acheter. Et donc grâce au digital, ça permet de montrer le produit à des personnes qui sont dans des zones beaucoup plus reculées, qui ne peuvent pas peut-être venir dans une boutique pour pouvoir voir le produit directement et de pouvoir l'acheter. À l'issue de ce panel, les participants ont fait reconnaître leur ressenti général quant au secteur. Pour eux, l'agroalimentaire doit impérativement devenir un secteur plus dynamique qui réunit à la fois entrepreneurs, inventeurs et financiers autour de projets innovants. Dans Croissance verte, nous parlons de la pollution plastique. Le Sénégal a adopté il y a 4 ans une loi portant interdiction de la production, de l'importation, de la détention, de la distribution, de l'utilisation des sachets plastiques de faible micronage. Pourtant, ces sachets continuent d'être utilisés de plus belle dans le quotidien des Dakarois. La législation semble ainsi désuète, voire méconnue. Un reportage de Jean-Paul Ondour et Oumba Youndir. Le Sénégal a adopté il y a 4 ans la loi numéro 2015-09 du 4 mai 2015 portant interdiction de la production, de l'importation, de la détention, de la distribution, de l'utilisation de sachets plastiques de faible micronage et à la gestion rationnelle des déchets plastiques. Une législation désuète, voire méconnue. Diallo, par exemple, est commerçant au marché Tilène de Dakar depuis 33 ans. Il est bien au courant de la loi. D'ailleurs, le texte est affiché dans sa boutique. Abandonner les sachets plastiques, il est disposé à le faire, mais selon des conditions bien définies. On le sait très bien, il y a le danger. Mais nous aussi, puisqu'on n'a pas une autre sachet, depuis ça fait des années qu'on utilise ça, c'est à cause de ça qu'on utilise ça. Mais s'il y a d'autres sachets, plus moyens que ça et plus abordables, on va le faire quoi. La fois passée, le ministère a passé ici au niveau du marché. Il nous a posé des questions, on a répondu, on nous a dit qu'ils vont amener d'autres sachets, les sachets qui sont faits comme ça, pas comme ces sachets-là quoi. Ça, on utilise ça parce qu'on n'a pas d'autres sachets à utiliser. Le ministre nous a dit qu'il va nous envoyer des sachets. Ça c'est en carton, mais on n'a pas encore vu ça. Ce fidèle client de Diallo reconnaît les conséquences de la pollution plastique. Il estime que la sensibilisation des usagers doit être renforcée. Les sachets plastiques sont nocifs pour l'environnement, mais ce ne sera pas facile de faire respecter leur interdiction dans certains pays africains, car beaucoup de lois y sont désuètes. Il faut des sanctions pour emmener les gens à respecter les lois. Aujourd'hui, que ce soit dans les commerces, dans les rues, chez les citoyens, le plastique est partout. C'est ici que prend fin cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. À très bientôt.